Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 78 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi c'est Louise, dans la vie je suis photographe et vidéaste basée à Lyon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une FAQ annuelle. C'est un petit rendez-vous que je mets en place maintenant à l'occasion de l'anniversaire de l'ALAM, car si vous avez manqué l'info, en mars, on a fêté les 3 ans du podcast. Je vous invite donc à cette occasion à me poser des questions autour du projet ou de mon travail pour pouvoir mettre un peu les choses à jour. C'est ce qu'on va traiter dans cet épisode, parler de l'avenir du projet, et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Je vous invite, si jamais l'épisode vous plaît, à interagir sur les plateformes ou sur ces réseaux sociaux. C'est hyper important, vous allez le voir, la visibilité, c'est un problème que je rencontre. Donc sachez que chaque petite action changera beaucoup de choses pour la lame. Donc merci à tous celles qui ont le temps et l'envie de faire ça. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'adore les épisodes qui changent un peu, les petites traditions comme ça. Comme je vous l'ai dit, tous les ans, je fais une FAQ ici pour pouvoir répondre à vos questions et puis faire un point sur l'avenir du podcast. Cette année, vous allez le voir, il y a énormément de choses qui changent dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et tout ça implique aussi des changements pour le podcast en termes de temps alloué, de choses que j'ai envie d'y faire, etc. Je vais répondre évidemment à vos questions parce que c'est le principe d'un épisode FAQ. Mais avant ça, j'aimerais vous remettre un peu de contexte. Pour celles qui ne connaissent pas le projet, La Lame, c'est un podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. En gros, le but du podcast, c'est de parler de conditions de travail dans le secteur culturel, quels que soient nos statuts, nos régimes, nos métiers, activités, etc. Mon but, c'est aussi de réfléchir politiquement aux histoires qu'on raconte et aux choses qu'on met en avant en fait dans notre art, à comment on le produit, à quel but, quel public, pourquoi, comment, etc. En fait, juste avoir une réflexion un peu complète sur nos conditions de travail et les choses qu'on produit. Sur La Lame, je conduis 3 formats. Tout d'abord, un format solo, comme le format qu'on a aujourd'hui. C'est les épisodes que vous voyez avec une petite miniature verte, où je vous parle de plein de choses. Je peux vous parler soit d'actualité des luttes culture. Je vous fais parfois des épisodes autour de mes favoris culturels. Je vous fais aussi des épisodes sur les dessous de mon activité de photographe et vidéaste, où je vous partage des critiques, des avis sur des choses. Et il y a aussi des épisodes où j'essaye de faire au maximum un partage de connaissances autour de choses qui m'ont permis de me professionnaliser ou alors autour de lutte aussi, justement. J'ai aussi un format interview, donc c'est les petites miniatures violettes cette fois, où je reçois des actrices du secteur culturel. Donc ça peut être autant des artistes que des artisanes, des collectifs, associations, syndicats, lieux, des festivals. Voilà, ça peut être très large. Mon but, c'est de parler avec des personnes qui travaillent dans le secteur, que ce soit des gens qui sont accomplis et qui ont une carrière qui est bien installée, ou des gens qui sont en train en fait de construire leur carrière. Je trouve ça intéressant parce que moi j'en avais marre en fait d'entendre des podcasts. J'avais l'impression que les podcasts qu'on entendait sur le secteur culturel, c'était des gens qui étaient installés depuis super longtemps, qui avaient réussi, qui avaient déjà un réseau en plus à la base, etc. Et que c'était pas vraiment représentatif en fait de ce qui se passe vraiment pour la plupart des artistes et lieux, etc., organisation de la culture. Maintenant, il y a plein de super podcasts sur la culture qui font ça, donc je vous en recommande souvent. Je pourrais vous en mettre en barre de description et ça me fait très plaisir. Et c'est ce que je voulais faire avec ce podcast-là. Donc le but, c'est qu'on discute autour de leur processus créatif, des choses qu'ils et elles mettent en place, de comment elles se sont professionnalisées et aussi des luttes qu'elles portent parce que le podcast a une dimension quand même hyper politique et j'ai envie en fait dans chaque épisode de parler aussi de questions politiques autour de nos métiers parce que pour moi c'est vraiment nécessaire et important. Et enfin, j'ai aussi un format participatif. En gros, je lance un thème sur le compte Instagram du podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je lance un thème sur lequel je vous invite à témoigner. Donc ça peut être une question ou une invitation à réflexion, plein de choses auxquelles vous pouvez témoigner du coup facilement, que ce soit à l'oral en me faisant un vocal ou à l'écrit en m'écrivant un petit texte sur le Google Form de façon anonyme ou créditée. Ça vous permet de témoigner de la façon dont vous le souhaitez. Ensuite, je regroupe les témoignages quand j'en ai assez, donc j'essaye d'avoir un minimum de 6
à peu près témoignages par épisode, mais ça peut aller jusqu'à 10, ça dépend en fait de la longueur de ces derniers. Je regroupe ces témoignages et ensuite j'en fais un épisode, donc soit je les passe, soit je passe l'audio, soit je les lis et ensuite j'y réponds, j'essaye de rebondir dessus et ça nous permet d'explorer en fait des sujets avec des voix multiples et c'est la chose que j'ai envie de faire aussi sur cette plateforme, c'est que je sais que c'est un privilège énorme en fait d'avoir un espace de parole, donc c'est un truc que j'ai la chance d'avoir et que j'ai envie de faire tourner au maximum et je trouve ça trop bien d'avoir des voix plurielles autour de sujets. Voilà, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Pour vous donner quelques chiffres, le podcast actuellement a 77 épisodes, ça fera 78 avec celui-là, et j'ai pu recevoir 33 invités à ce jour, donc je suis ravie et je trouve que c'est énorme et je suis trop honorée en fait que les gens m'aient donné du temps pour pouvoir passer sur le podcast aujourd'hui. Je suis contente de chaque épisode avec invité et je vous invite vraiment à aller les écouter et à découvrir leur travail. Pour vous donner un peu une idée, en 2025, j'ai passé en moyenne 10 heures par semaine sur le podcast, entre l'écriture, le tournage, le montage, la communication confondue. Parce qu'en gros, c'est moi qui fais tout sur le podcast, c'est un projet solo pour le coup, et c'est moi qui tiens le projet de A à Z. Je vous raconte tout ça en détail d'ailleurs dans le bilan de l'année qui est sorti en janvier, c'est l'épisode numéro 72 que je vous invite à aller écouter. Mais pour vous actualiser un petit peu les chiffres, La Lame aujourd'hui c'est 4781 écoutes depuis sa création et toutes plateformes confondues. Ça fait en moyenne 62 écoutes par épisode. C'est donc un tout petit podcast avec pour principal problème, vous l'aurez compris, le manque de visibilité. Je dis un tout petit projet mais c'est pas pour délégitimer du tout ce qu'on y fait. Mais c'est juste pour dire que voilà, dans l'univers des podcasts, c'est un podcast qui est quand même très peu écouté et c'est très difficile quand on n'a pas d'audience au départ de visibiliser un projet comme ça. Mais je suis vraiment contente de continuer à le faire. Je suis ravie des épisodes qui sortent. Il y a plein de choses que j'aimerais améliorer. Moi, j'ai beaucoup de mal à être vraiment satisfaite de ce que je fais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire mieux, mais je suis ravie qu'il existe et je trouve que même si c'est un petit podcast, il est quand même riche. Comme je vous ai dit, il y a quand même 33 invités qui m'ont raconté des trucs trop intéressants et j'essaye de mettre au maximum de connaissances dans chaque épisode solo qui sort aussi. Donc voilà, je suis quand même contente de ce qui s'y passe. La Lame, c'est aussi un compte Instagram où on échange beaucoup avec 531 abonnés à ce jour. En gros, j'ai plusieurs formats. Par exemple, j'ai des posts débats où je vous invite en fait à justement réagir à des épisodes qui sont sortis sur les thèmes qu'on a abordés. Ensuite, je fais aussi des sondages en story autour, pareil, des thèmes qu'on a abordés dans les épisodes, etc. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit aussi, à la création des épisodes. Par exemple, en vous demandant quels invités vous aimeriez voir ces prochains temps, quels thèmes vous aimeriez voir abordés, et en vous invitant directement à répondre et à passer dans les épisodes via les épisodes participatifs. Et enfin, La Lame, c'est aussi une page Tipeee que j'ai ouverte le 2 mai de l'année dernière. Aujourd'hui, il y a 7 personnes qui soutiennent le projet à hauteur de 64 € par mois. C'est énorme et je suis vraiment ravie parce que pour une toute petite audience, je vous ai dit, j'ai 62 écoutes par épisode, qu'il y ait 7 personnes qui donnent tous les mois de l'argent pour le projet. Je trouve que c'est énorme et ça m'avait beaucoup boosté en fait, ça m'avait donné confiance en fait en mon projet quand j'ai vu que les gens soutenaient. 64 € par mois, qu'est-ce que j'en fais de cet argent ? Bon déjà je le déclare donc c'est un peu moins dans ma poche au final, mais les sous que je récolte avec me permettent de pouvoir payer des salles, louer des micros, me déplacer aussi dans d'autres villes pour l'enregistrement de certains épisodes. En gros, quand je vais à Grenoble ou à Chambéry simplement pour enregistrer un épisode, c'était le cas pour l'épisode avec Esther Quadio, c'était le cas pour l'épisode avec Lisiane Michel. Ça me permet de pouvoir rembourser mes billets de train, de pouvoir louer une salle aussi quand, par exemple, j'enregistre avec une invitée à Paris, par exemple. Et ça m'a permis aussi de louer des micros. Donc, par exemple, pour des épisodes que j'enregistrais finalement à distance en visio, par exemple, c'était le cas de l'épisode avec Camille Kouassi. Donc voilà, ça me permet de pouvoir, en cas d'épisode qui ne se passe pas à Lyon, par exemple, de pouvoir avoir quelque chose d'assez quali, qui fonctionne bien et qui met mes invités en confiance aussi. J'espère que la page Tipeee pourra grandir aussi et qu'avec le temps, je pourrai par exemple engager une directrice artistique. Je dis une parce que je sais déjà qui j'embaucherai, je pense. Mais du coup, une directrice artistique pour refaire vraiment une DA hyper carrée du compte. Mais la DA, ça coûte très cher, donc ce sera vraiment pas tout de suite. Ou alors, sauf si vraiment on perce et il se passe un truc de fou, mais je pense que ce sera pas tout de suite. J'aimerais pouvoir aussi engager peut-être un jour un ou une monteuse pour me dégager du temps pour mieux écrire les épisodes et mieux bosser sur les thèmes
que j'ai envie de faire et aussi me rémunérer moi, en tout cas pour une partie de travail que je fournis dessus. Mais pour l'instant, je suis déjà hyper satisfaite parce que ça rembourse les frais que j'y mets. Et c'était un peu mon but, c'est que l'année dernière, en fait, le podcast, ça me prenait beaucoup de temps et beaucoup d'argent et j'avais plus d'argent. Donc là, ça me prend que du temps. Et je prends plaisir à le faire, donc c'est cool. Mais au moins, je suis à 0 sur ma trésor et je fais pas d'argent, mais j'en perds pas et c'est chouette. La lame, c'est donc un gros projet pour moi qui me tient beaucoup à cœur. J'ai créé ce podcast au début de ma carrière artistique parce que je trouvais qu'il y avait très peu de médias qui abordaient le sujet des conditions de travail, de la culture, tout secteur, statut et métiers confondus. Aujourd'hui, je tenais à aborder les métiers culturels sous un angle politique avec des valeurs fortes, bien sûr anticapitalistes et intersectionnelles. En fait, ce qui me fait vibrer, entre guillemets, dans tous mes projets, c'est d'essayer de créer du lien entre les gens. C'est quelque chose qui me passionne vraiment et c'est quelque chose que j'essaye de faire, en tout cas avec tous mes projets. C'est pour ça qu'on a lancé une asso, l'asso Les Copains à Lyon. C'est qu'on voulait sortir les artistes de leur isolement, du fait de la précarité de nos statuts et du fait qu'on travaille aussi beaucoup de chez nous. On se rencontre très peu. Et ça, c'était quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur avec les copains, c'était de pouvoir créer du lien entre les gens. Je trouve que c'est de là que part tout le reste. Que par le fait d'avoir du réseau, que par le fait de pouvoir se professionnaliser, d'échanger des connaissances et que partent aussi les luttes. C'est de par le fait qu'on se rencontre et c'est pour ça que pour nous, c'est une notion hyper importante. Et c'est aussi quelque chose que je veux faire avec le podcast. Quand je dis que je veux créer du lien avec le podcast, c'est surtout que je veux qu'on se sente compris, reconnu, etc. Je veux que les gens comprennent qu'en fait, nos vécus sont pas individuels et qu'on n'est pas tout seul à vivre ces choses-là et que c'est de notre faute, etc. Je veux que les gens comprennent que nos vécus sont politiques, que c'est des choses qui sont systémiques, que ça vient en fait de rouages qui sont faits ainsi et qui font que c'est très difficile aujourd'hui de vivre de son métier artistique et que c'est aussi par la lutte collective qu'on arrivera à s'en sortir dans nos métiers et qu'on pourra créer de la solidarité, etc. Donc il y a tout un aspect évidemment individuel entre guillemets sur comment réussir à bien faire son métier, acquérir des compétences dans son savoir-faire, réussir aussi un petit peu tout le côté commercial de son entreprise si on est indépendant, donc réussir à s'organiser, à faire des factures, à faire son admin, sa compta, etc. Évidemment qu'il y a ça qui joue, sa communication, etc. Évidemment qu'il y a cette partie-là qui joue, savoir se vendre, même quand on est intermittent, on doit se vendre auprès de nos employeurs, etc. Mais qu'il y a aussi et surtout une lutte collective à mener autour de réussir à acquérir de vrais droits et de vrais statuts, régimes pour notre travail et réussir à faire en sorte que les artistes sortent de leur précarité, tout simplement. Il y a aussi un autre pan que j'ai envie d'explorer avec le podcast, c'est qu'est-ce qu'on fait, comme je l'ai dit, de nos productions. Donc moi j'ai trop envie qu'on réfléchisse ensemble aux représentations qu'on crée en fait, aux imaginaires qu'on crée avec nos histoires, avec les choses qu'on met en avant et qu'on remette en question ça vraiment profondément. Comment on fait nos castings, comment on écrit nos scénarios, quels personnages, pourquoi. Il y a plein de choses je pense qui sont hyper importantes à développer tous ensemble, pas pour qu'on fasse la même chose du tout, mais par contre pour qu'on fasse les choses en conscience. Pour moi c'est ça l'important, parce que pour moi la culture ça peut être autant un vecteur de lutte et on le voit, c'est un vecteur hyper important dans plein de luttes, que ce soit la musique, la peinture, le théâtre, toutes les formes d'art jouent un rôle vraiment décisif dans nos imaginaires en tant que société. Pareil pour la science-fiction par exemple, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais ça peut aussi jouer un rôle dans la fascisation de notre pays parce qu'on sait qu'en fonction des personnes qui sont au pouvoir, la culture sera instrumentalisée d'une façon ou d'une autre et qu'elle peut reproduire tout simplement aussi des codes, par exemple, hétéronormés, je prends ça comme exemple, mais si t'as que des films hétéronormés, ça va être beaucoup plus difficile pour les personnes queer de se reconnaître dans des représentations. Et le fait de mettre des personnes homosexuelles, bi, pan à la télé, c'est hyper important. Et donc, il y a plein de choses comme ça pour moi à réfléchir autour de nos métiers. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve, et que j'ai envie de faire dans le podcast. Mais bref, la lame, en gros, c'est tout ça. Et j'aimerais trop avoir le temps de m'y consacrer plus, de faire les choses bien. Mais comme tout, le podcast existe. Et moi, j'existe dans un monde capitaliste et productiviste qui m'empêche de pouvoir y mettre autant de cœur que je veux, de temps que je veux. Et voilà.
That's the point. Aujourd'hui, ma vie évolue et mon podcast va devoir de fait évoluer avec parce que je ne peux pas vivre sans travailler, malheureusement, à mon plus grand regret. Donc, pour vous poser un petit peu le contexte de ma vie avant de vous annoncer justement les changements qui vont arriver au fur et à mesure ici et répondre à vos questions. En gros, moi, si vous ne me connaissez pas, je suis photographe et vidéaste. Je suis spécialisée dans l'événementiel culturel à Lyon. En gros, moi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Louise donc et je suis photographe et vidéaste et je suis spécialisée dans l'événementiel culturel à Lyon. J'ai lancé mon activité il y a 4 ans. J'ai pas fait d'école, en fait, j'avais fait une L1 et L2 en art du spectacle puis en cinéma, mais c'était pas ce que je voulais faire et du coup, j'ai pas de diplôme en gros. À part le bac. Je suis arrivée à Lyon en ne connaissant absolument personne et en n'y connaissant rien, l'entrepreneuriat aussi. Je dis ça parce que en tant que photographe, j'étais obligée de créer une auto-entreprise. Ça n'existe pas trop autrement d'être photographe, sauf si on est embauché par un studio, mais sans école, c'est pas possible. Donc voilà, je connaissais personne à Lyon et j'avais mon petit bac en poche. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon entreprise avec 1 an et demi de chômage devant moi parce que voilà, j'avais travaillé avant et l'assurance aussi, et ça c'est un privilège de zinzin, d'avoir des parents qui peuvent me filer un coup de main quand j'en ai besoin. J'ai donc eu l'immense privilège de pouvoir me consacrer à 100% à mon activité directement. J'ai donc eu l'immense privilège, et j'insiste dessus, de pouvoir me consacrer à 100% à mon activité directement, et ça c'est vraiment une grande chance. Par contre, du coup, j'ai fait n'importe quoi parce que j'y connaissais rien. Donc, je me suis quand même épuisée et cramée, ça n'a pas manqué. À de maintes et maintes reprises, voilà. Et je me suis rendu compte très rapidement que le secteur culturel était impitoyable, et ce, à cause de plusieurs choses. Déjà, on a un gros manque de reconnaissance dans nos métiers. Pour nos métiers, on nous prend pas au sérieux, on n'a pas l'impression qu'on travaille vraiment, et du coup on n'a pas envie de nous payer à hauteur, tout simplement. C'est un secteur où il y a beaucoup de monde aussi, et où les prix sont tirés vers le bas parce qu'on profite de la concurrence pour nous dire que qu'on n'a pas besoin de nous, quoi, que si on n'accepte pas, il y aura des gens derrière. Il n'y a pas de grille tarifaire obligatoire non plus, à part pour les intermittents évidemment, mais il n'y a pas de grille officielle à respecter, que ce soit pour les artistes-auteurs ou pour les autres entreprises. Donc si on veut te payer 1 euro pour ce que tu fais, en soi c'est légal. Voilà. Il y a aussi le fait que je suis perçue comme une femme dans ce métier et que du coup il y a eu beaucoup de freins parce que moi je suis dans un secteur, la photographie, notamment de musique, qui est très masculin tout simplement. Il y a beaucoup de choses, voilà, le fait aussi que nos statuts, nos régimes en général sont très peu protégés avec tout ce qui va avec. Ça fait que j'ai travaillé très longtemps sous-payé, avec des horaires à rallonge, à des heures mais pas possible, avec des conditions de travail vraiment abusées. Tout ça en continuant continuellement à chercher du travail parce qu'il fallait que j'en trouve le mois d'après et en ne gagnant pas suffisamment et même pas du tout ma vie. Pour vous dire, j'ai fait des photos pour des entreprises, pour des festivals, pour des particuliers, n'importe où en France d'ailleurs. J'ai travaillé pour des salles, j'ai donné des cours de photos pour une école privée, j'ai vendu des tirages, j'ai fait des vidéos, du montage, de la retouche, de la prise de vue, des interviews, du cadrage, plein de choses. Et pourtant, je gagnais toujours pas ma vie, j'avais toujours aucune reconnaissance de mon travail fourni. Et on profitait aussi carrément de mon manque d'expérience, du fait que j'osais pas me défendre aussi sur mes conditions de travail. Et du fait, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait d'autres gens après moi pour tirer mes prix vers le bas, etc. Bref, j'ai ramassé mon corps aussi, j'étais vraiment mal pendant très longtemps. J'ai aussi subi mon propre manque de connaissances. J'avais aucune organisation, c'était catastrophique. J'arrivais pas à poser mes limites. J'avais des problèmes de santé aussi qui m'ont épuisée encore plus. En gros, je pense que personne, les êtres humains ne sont pas faits en fait pour vivre dans une société capitaliste pareille, et encore moins quand t'as des problèmes de santé et de santé mentale. Mais bref, tout un côté où ça m'a détruite, d'autant plus que aussi, je milite, on a une asso, un podcast, et que je participe à des luttes syndicales, etc. Et que c'est difficile de voir ces droits reculer avec le temps, malgré toute l'énergie qu'on met pour que ça se passe pas. Donc c'est un gros coup au moral, et c'est pas facile à côté de tout ça d'enquiller ça en fait tout simplement. Mais il y a aussi tout un côté de mon métier que j'ai adoré, rencontrer des gens déjà, découvrir des nouvelles façons de faire de l'art, de nouvelles façons de lutter, gagner des droits aussi, ça nous est arrivé, ou en sauvegarder, échanger, avoir des réflexions sur l'avenir intéressant. Dans mon métier aussi, plus précisément, prendre par exemple des mariages en photo, des unions hyper fortes et belles, vivre des concerts inoubliables, faire des séances de portraits hyper touchantes et intimes, accompagner la création d'entreprises, photographier la campagne municipale que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai fait plein de choses en fait qui m'ont marquée, et j'ai vécu plein de choses que j'aurais jamais vécues sinon. Et aussi, c'est hyper chouette pour moi de pouvoir travailler de chez moi.
en retouche, etc. Ça me plaît. Et donc voilà, c'est plein de choses que j'aurais pas vécues si j'avais pas lancé mon projet. Et du coup, c'est pas quelque chose que je regrette. Mais tout de même, voilà, je reste précaire dans mon travail en tout cas. J'ai la chance de ne pas l'être dans ma situation familiale, enfin d'avoir des gens derrière moi pour m'aider. Et je reste précaire aussi dans ma santé. Donc voilà, je me suis bien abîmée ces dernières années, qui étaient pleines d'angoisse, de stress, de charge mentale, d'insécurité financière, de fatigue accumulée. Et mon corps m'a mis un gros stop en fait en 2025. Et j'ai pas pu faire autrement que l'écouter, mais c'est pas plus mal. D'où toute ma réflexion autour des choses qui vont changer par ici cette année. Ça y est, on va en parler. Et je tiens à faire encore une fois un gros shout-out à toutes les assos, parce que pour moi, les assos, c'est des boss qui m'ont permis justement de ne pas partir avec rien à mon arrivée à Lyon. J'ai du coup intégré Kino Lyon, par exemple, où j'ai rencontré plein de gens. J'ai été ensuite aussi au Secours Populaire. J'ai été dans des syndicats. J'ai rencontré plein d'assos et de milieux associatifs comme le Café Rosa, le Toy Toy. Voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées au fur et à mesure du temps. Et du coup, on a créé les Copen qui ont fait que j'ai rencontré du monde et que tout ça, j'ai pu le vivre avec d'autres gens qui le vivaient, parce que je pense que si je l'avais vécu toute seule, j'aurais arrêté il y a très longtemps. Donc c'est là où je veux souligner voilà, la force du secteur associatif, et que je pense que c'est quelque chose d'indispensable dans nos carrières. J'en profite du coup pour répondre à une de vos questions. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions sur le compte Instagram. Comment ton rapport à ton travail a-t-il changé ces derniers mois ? Mon rapport à mon travail a beaucoup changé ces derniers mois, effectivement. Pour vous faire un peu une idée, avant, mon travail, c'était mon grand rêve. Je mettais un petit peu toutes mes espérances d'avenir, de futur, quand j'étais petite, sur mon travail de rêve. Donc quand j'étais petite, je voulais avoir une ferme, être vétérinaire comme tous les enfants. Je voulais être cuisinière aussi pendant super longtemps, mais ayant 50 000 allergies, c'était pas trop possible. Et donc très vite, j'ai commencé à écrire et j'ai voulu devenir écrivaine. Et puis je me suis dit plutôt, ah non, mais en fait écrire des documentaires. Et en fait, ah non, mais peut-être faire aussi de la photo. Enfin voilà, il y a eu un peu une réflexion comme ça. En gros, faire du documentaire et tout, c'est apparu vers le collège. Et faire de la photo, plutôt au lycée, on va dire. Toutes mes visions de l'avenir étaient tournées autour de mon travail, et je me disais que si j'avais le travail de mes rêves, c'est comme ça que je serais heureuse, et c'est ça qui ferait que je prendrais confiance en moi et que je me mettrais des bonnes choses dans mon corps et mon esprit, c'est en m'autorisant à vivre mon rêve, quoi. Et aujourd'hui, ça a changé. Parce que mon rêve, c'est plus mon travail. Mon rêve, c'est juste d'avoir un quotidien qui me plaît, d'être heureuse en fait, d'avoir du temps pour ma vie personnelle, d'avoir du temps pour du repos. Et je crois que c'est ça en fait le plus important maintenant. Donc c'est un gros switch qui s'est opéré vraiment cette année, je pense. J'ai eu du temps, ça m'a pris du temps à l'accoucher, vraiment, et à l'accepter, je pense. L'été dernier, c'était hyper compliqué parce que je me posais beaucoup de questions autour de tout ça. Mais voilà, ce switch a été hyper important pour moi. Ça s'est ressenti aussi dans les objectifs que j'écrivais, c'est bête, mais j'ai plein d'objectifs, vous me connaissez à chaque fois. Et avant, tous mes objectifs étaient tournés autour de mon travail, et je prenais tellement pas soin de moi, je vous jure. Et c'est pas de ma faute, hein. C'est normal. On a des statuts qui nous broient et un système qui nous broie. Mais voilà, cette année, j'ai vraiment envie de faire un switch, et c'est ce que je commence vraiment à faire. J'ai envie de me renforcer moi et d'être forte sur mes appuis, même si je le suis pas financièrement. Mais de prendre soin de moi, de ma vie personnelle, avoir des vrais jours de repos, finir le travail à des heures décentes, dormir. Je dormais tellement pas, je vous jure, c'était n'importe quoi. Je pense que ma moyenne n'était même pas à 6 heures de sommeil. Sans extrapoler, hein. Vraiment, ma moyenne n'était pas à 6 heures de sommeil pendant des années. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir une moyenne à 7 heures, et pour moi, c'est un gap énorme. J'ai envie de prendre soin de mes proches aussi. Juste, je me suis rendu compte à quel point je pense que dans cette société, le plus important, c'est de prendre soin de ses relations, quelles qu'elles soient. Et du coup, c'est ça qui fait aussi qu'on sera jamais 100% dans la merde si on est entouré. Je pense que c'est hyper important d'avoir un entourage. J'ai envie de prendre soin aussi de ma santé mentale et de ma santé tout court. Ça m'empêche pas du coup d'être ambitieuse pour mon travail, mais j'ai envie d'être plus indulgente avec moi-même. Encore une fois, tout ça accompagné de lutte collective. Mais je pense que des fois, en fait, moi, je m'oublie un peu trop justement dans la lutte collective. Et du coup, c'était au détriment de mon repos et ma santé à moi. Et là, je pense que j'ai envie de faire un switch où je me dis, en fait, il y a une phrase de Coco que j'aime bien, mais qui dit l'individuel apporte au collectif et le collectif apporte à l'individuel. Pour moi, c'est vraiment ça. À l'individu, je sais plus. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est juste, en fait, prenons soin de nous,
surtout quand on est une personne pas 100% privilégiée, parce que moi j'ai mes privilèges qui sont une famille qui financièrement est stable, qui sont que je suis blanche par exemple, etc. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles je le suis pas. Alors déjà ces 2 trucs c'est énorme dans cette société, et voilà, je me sens hyper privilégiée, mais en même temps je vis quand même d'autres discriminations. Et du coup, notamment quand on est une personne qui vit une ou plusieurs discriminations, je pense que c'est hyper important de prendre encore plus de temps pour nous. J'aime pas le truc prendre soin de nous parce que ça ne tend pas à nous, c'est pas notre faute si on prend pas soin de nous, mais voilà, juste accepter de prendre du temps avec nous-mêmes et de se reposer, c'est hyper important. Et ça empêche pas du coup une lutte collective, et on aura d'autant plus d'énergie et de bonnes vibes à y mettre. Je pense que des fois j'ai beaucoup fait trop de choses et mal, et aujourd'hui j'en fais moins mais je les fais bien, et du coup j'ai l'impression de donner autant de temps aux choses que j'ai envie, mais tout en me reposant plus, et en fait du coup c'est trop bénéfique. Et ça c'est des choses que je savais depuis longtemps, qu'on m'a répété pendant longtemps, mais que j'arrivais pas à mettre en place parce que je m'en voulais, j'étais pas gentille avec moi-même et tout, et là ça switch, donc c'est bien. Mais bref, je vous parle de moi, tout ça pour vous dire que sur le podcast, par exemple, en termes de changement là-dessus, un des changements que ça va opérer, c'est qu'avant, si je ratais un épisode, pour moi, c'était pas possible. À partir du moment où j'ai commencé à faire un épisode toutes les 2 semaines, je n'ai pas raté une seule fois ça, pendant hyper longtemps, pendant 2 ans. L'été, pendant les vacances de Noël, pendant tout ce que vous voulez, à chaque fois mes épisodes ils sortaient à l'heure, etc. Je m'étais aussi imposé du coup d'avoir un ou une invitée par mois, et c'était drastique quoi. Tous les mois il y avait un ou une invitée, et les fois où je le manquais et où je devais poster 2 épisodes solo, je m'en voulais mais énormément quoi. Et ça fait que par exemple les quelques jours avant de sortir un épisode, je pouvais faire des nuits blanches juste pour pouvoir le faire quoi. Aujourd'hui, ça va changer. Je pense que vous l'avez déjà vu. Par exemple, j'ai raté un épisode là. Ça y est, c'est la première fois. J'avais déjà fait un truc où je postais 1 ou 2 jours trop tard, mais je n'avais jamais pas posté un des épisodes. C'était le 1er janvier. Et au début, je m'en voulais de ouf. J'étais en mode non, mais pourquoi je l'ai pas sorti et tout. C'était les vacances. Genre, calme-toi, tu vois. Et j'étais prête à niquer mes vacances pour ça, quoi. Là, c'est plus le cas. Maintenant, j'accepte. J'ai raté un épisode. Il y a plusieurs mois d'affilée où des fois, il n'y a pas d'invité, parce que juste, ça me prend plus de temps et que j'ai envie de les faire bien. Et du coup, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave s'il n'y a pas des invités à chaque fois. C'est pas grave si j'enchaîne les épisodes solo, et ça peut me permettre de faire des épisodes solo aussi que je bosse bien et sur lesquels j'ai envie de mettre des belles choses. Enfin, voilà. C'est pas mal de sortir un épisode solo, quoi. Mais c'est fou, je me mettais tellement la pression toute seule. Donc, en gros, là, cette année, ce que j'ai envie de faire sur le podcast, c'est de faire les choses en paix et de les faire bien, mais en paix, quoi. Et si jamais, à un moment, il n'y a pas d'invité pendant longtemps, c'est pas grave. Si jamais, à un moment, je rate un épisode, c'est pas grave. C'est un peu ça que j'ai envie de me dire. Et pareil aussi pour le travail autour de la com. Si je rate de la com, c'est pas grave non plus. Il y a des tâches maintenant que je trouve obligatoires et des tâches bonus, alors qu'avant, il y avait que des tâches obligatoires. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je sais qu'il y a un truc de base que j'ai envie de maintenir et que je maintiendrai toujours. Au final, ça se trouve, cette année, je manquerai. Ça se trouve pas du tout d'épisodes, mais c'est juste le fait de me le dire qui me fait du bien. Et c'est pareil d'ailleurs pour mon implication en asso, syndicat et tout. J'essaye de revoir un peu ma façon de fonctionner, parce que je trouve qu'elle est pas saine pour moi et que je peux pas toujours tout faire. Ma vie ne peut pas être un sacrifice complet tout le temps. Alors que, en plus, c'est des choses que je m'impose moi-même et que personne me demande. Hein. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà, en gros, j'essaye de me calmer. C'est le premier changement. Vous m'avez demandé aussi, question numéro 2, quels sont les projets pour l'ALAM cette année. Il y a beaucoup de projets, donc je vais vous les lister tout de suite. En gros, le projet numéro 1 que j'ai envie de faire en ralentissant justement et en étant plus au clair sur le podcast, c'est que j'ai vraiment très envie de me former. C'est un truc qui me manque, je trouve, parce que cette année, par exemple, je manquais de temps. Au début, je me suis beaucoup formée autour du podcast et j'adorais ça. Et ensuite, au fur et à mesure, quand j'ai pris le rythme, je me suis formée de moins en moins parce que j'avais plus le temps. J'avais la sensation, en tout cas, de ne plus avoir le temps. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me former à nouveau. Alors que ce soit déjà sur les luttes que je mets en avant dans le podcast. Donc, j'ai envie de me former, c'est bête, mais sur la lutte des classes, sur me former aussi autour des conditions de travail dans la culture. Mais voilà, avec des chiffres, avec des études, avec une vraie vision en fait de ce que c'est que le secteur culturel, parce que
Je le fais en fait quand j'écris les épisodes Actu des luttes par exemple, ou quand je me renseigne pour un invité ou une invitée, je me renseigne à ces moments-là. Mais j'ai vraiment envie d'avoir une vision globale des choses et aussi des avenirs vers lesquels on peut tendre. Et c'est pour ça que par exemple là je suis en train de lire, c'est trop bien, le soir avant de dormir, il y a du Bernard Friot et tout, attention. Mais non, je rigole, mais je suis en train de lire vraiment des livres par exemple de Réseau Salariat. En gros, si vous connaissez pas Réseau Salariat, c'est des gens qui en général essayent de réfléchir à des nouvelles formes économique autour de notre travail, enfin des nouveaux statuts, régimes, façons de fonctionner avec la sécurité sociale. C'est des gens qui essayent d'imaginer des nouvelles façons d'organiser le travail en général. Et du coup, ils ont écrit il y a quelques années, en 2023, un essai sur la culture, justement. Donc ça s'appelle Pour une sécurité sociale de la culture. Voilà, c'est ce genre de livre sur lesquels j'ai envie de me former plus, pour pouvoir vous faire des épisodes de qualité tout simplement. Et même moi, juste ça m'intéresse énormément, donc je suis trop contente. Et pareil, continuer à me former, me renseigner, notamment sur des luttes sur lesquelles je ne suis pas concernée, par exemple l'antiracisme. Je trouve qu'en tant que personne blanche, c'est un devoir qu'on a et que je ne fais pas assez. Donc voilà, j'ai envie de mieux faire ça. Et aussi de me former, pareil, sur encore plus le validisme, le sexisme, les luttes LGBTQIA+, l'écologie, et tout ça en essayant de rapprocher tout ça avec la culture et voir quels peuvent être les ponts entre toutes ces luttes. Voilà, continuer à lire sur tout ça. Mais j'ai aussi envie de me former sur le podcast en soi. J'ai acheté un petit classeur pour faire mes petites formations, je suis trop contente. Et du coup, de me former pour la visibilité, par exemple. C'est un truc que je vous dis depuis longtemps, je manque de visibilité, mais au final, j'ai pas le temps de me renseigner là-dessus, et je fais toujours la même chose. Notamment, je fais des posts qui fonctionnent pas beaucoup sur Instagram. Et du coup, j'ai vraiment envie de me former à faire des titres qui donnent plus envie. Je sais que je suis nulle pour écrire des titres, et que c'est quand même un des trucs les plus importants, quoi, parce que si tu cliques même pas sur le podcast, comment tu peux l'écouter ? Enfin, bon. Et du coup, voilà, me former sur les titres, me former pour faire des meilleures miniatures. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, je pense, avec le temps. Ça va pas être un changement drastique parce que j'ai pas le temps de faire un changement drastique, malheureusement. Mais je pense que vous allez voir, du coup, au fur et à mesure de l'année sur le podcast, des changements. J'ai envie de m'améliorer donc autour des visuels en général et autour de ma com. J'ai envie de moins poster sur Insta, mais d'avoir des posts plus impactants. Parce que pour l'instant, je poste beaucoup, mais mes posts ont un impact assez nul. En vrai, mes posts débat, il y a très peu de gens qui y répondent. Donc je pense que je vais les faire autrement. Peut-être d'abord commencer le post en expliquant des choses, puis en vous demandant votre retour à vous déjà. Ça vous donnera de la valeur et ça vous demandera pas juste de répondre à un commentaire, à un post où il n'y a rien dessus, quoi. J'ai envie aussi d'arrêter les extraits de podcast parce que je trouve que ça fonctionne pas, mais plutôt de faire plus de réel où je parle et où je dis voilà, on a sorti un épisode là-dessus, nanani, nanana, ou autour de ce sujet, autour des épisodes que j'ai sortis. Voilà, avoir moins de com, qu'elles me prennent le même temps en fait, mais qui fonctionnent mieux, quoi, et qui vous donnent plus envie d'être dessus et de répondre, etc. J'ai envie d'améliorer aussi les épisodes parce que je me rends compte que j'ai un problème de longueur d'écoute. En fait, ça arrive assez souvent que vous décrochiez avant la fin, ce qui est normal. Mais je pense que je peux améliorer ma durée d'écoute largement. Et à mon avis, c'est qu'il y a un moment où le rythme n'est pas bon, tout simplement. Donc j'ai envie d'améliorer mon écriture pour vous faire tenir en fait jusqu'à la fin de l'épisode, si vous le souhaitez, mais juste que ce soit intéressant pour vous. Et ça, je pense que ça joue sur la structuration de mes épisodes solo, mais aussi de mes interviews. Et j'imagine, par exemple, peut-être avec des épisodes avec invités, peut-être agrémentés avec quelques petits jeux pendant l'épisode. Par exemple, je sais pas, dire des affirmations et demander à l'invité de répondre avec son avis, des choses comme ça pour un peu pimenter le truc et vous faire rester dessus. Voilà, c'est pas forcément des retours que vous m'avez fait, mais c'est des choses que moi je remarque et n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, en fait, tout simplement. Voilà, en gros, mes projets pour le podcast cette année, c'est de faire moins, mais faire mieux. Donc me reposer, si je tiens pas les épisodes, c'est ok. Si parfois je ne fête pas les anniversaires sur le podcast, c'est ok. C'est ce que j'ai fait cette année. Je pense que vous l'avez vu. C'est une autre pression que je me mettais chaque année. C'était qu'en mars, je voulais faire 4 épisodes. Sortir 4 épisodes. Donc en 2024,
j'avais sorti 4 épisodes pour fêter les 1 an du podcast et c'était 4 interviews, ça m'avait demandé un temps mais vraiment incroyable. En mars de l'année dernière, j'avais fait un mois où j'avais sorti 3 épisodes interviews et un épisode FAQ, donc pareil, un temps incommensurable, vraiment, je vous jure. C'était des épisodes super longs en plus, donc je m'étais mis une pression monstre pour que ça sorte à temps, etc. C'était un peu pour moi l'occasion de fêter à chaque fois les 1 an du podcast en faisant un truc marquant. En vrai, j'en suis contente, mais là, cette année, j'avais juste pas le temps. En fait, j'avais plus de travail et j'avais juste pas le temps, du coup, de pouvoir me consacrer à ça. Et donc, au lieu de m'en vouloir et d'essayer de me saigner à le faire quand même alors que c'était juste pas possible et de me niquer la santé, je me suis dit, bah non, en fait, juste, tu continues ton rythme normal et c'est pas grave. Et les gens comprendront. J'ai même pas fait de post là pour fêter les 3 ans, etc. Mais je le ferai en avril. La FAQ, elle sort en avril et pas en mars. Et c'est pas grave. Vraiment, tout va bien. J'essaye de me dire ça. Il y a aussi des choses que j'ai abandonnées pour l'instant, comme le format focus que j'avais fait sur Instagram. En gros, le format focus, c'était que j'allais voir d'anciens et d'anciennes invités. J'en avais fait un avec les volumineuses, par exemple. Et j'allais, en fait, les filmer et faire un petit réel, un mini documentaire, on va dire, sur leur activité pour accompagner le podcast. Et en fait, juste pas le time. Donc pareil, j'y reviendrai, mais plus tard, quand et si j'aurai le temps. J'ai oublié de vous dire le principal. Mais en gros, pourquoi j'ai plus le temps ? C'est que j'ai du travail. Tant mieux, youpi, haha, c'est cool. J'ai du travail, chose que j'ai galéré à avoir depuis longtemps. Donc en vrai, c'est des trop bonnes nouvelles. Enfin, moi, je suis trop contente. Mais plus je passe de temps à mon travail et moins je passe de temps du coup sur le podcast. Ça veut pas dire que je l'arrête et je l'arrêterai jamais, je pense. J'adore ce projet, mais ça me demande du coup de réorganiser tout ça. Et aussi, je prends plus de temps pour moi. J'essaye d'avoir des week-ends plus longs, qui font 1 jour et demi ou 2 jours. Des week-ends normaux. C'est pour ça, en fait, que j'aurai moins de temps sur le podcast. Et aussi, il y a des choses qui bougent dans ma vie perso. Autre changement que je vais opérer sur le podcast, c'est que je vous ai toujours dit que j'adorais, moi, les podcasts très longs. Et c'est vrai, c'est ce que je consommais. En fait, j'adorais les podcasts qui duraient 2 heures, que je prenais le temps d'écouter en 4 ou 5 fois. J'adorais ça. Mais c'est vrai que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, même de moins en moins le cas. Et donc, c'est un changement que j'ai envie de faire sur le podcast aussi, c'est que j'ai envie de le faire évoluer aussi avec mes goûts et mes envies du moment. C'est un peu le privilège que je peux avoir avec ce format, c'est que je peux l'adapter à la vie, quoi, et aux changements qui s'opèrent dans ma vie et dans mes habitudes de consommation. Et je sais que vous, c'est quelque chose que vous préférez aussi. Vous aimez bien les podcasts longs, mais pas aussi longs que je vous propose. Et je me dis que des fois, ça doit être aussi un frein à la visibilité. Et je me dis que ça peut être aussi un frein à la visibilité parfois d'avoir des podcasts qui font 1h30, 2 heures. Si vous connaissez pas le projet, c'est plus dur de vous dire je me lance dedans que si les podcasts faisaient 45 minutes, quoi. Ça demande un engagement plus gros, même si vous n'êtes pas obligé de l'écouter jusqu'à la fin. Je comprends que ça mette une barrière supplémentaire. Donc voilà, je vous partage une petite envie que j'ai cette année. Je ne pense pas que je le ferai tout de suite. Peut-être à opérer pendant l'été, en essayant de prendre de l'avance pendant l'été par exemple, mais je crois que j'aimerais bien avoir des podcasts qui sont plus courts, donc 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, un truc comme ça. C'est pas grave si parfois ils dépassent, hein. Surtout pour les épisodes interviews, je pense qu'ils seront plus longs, mais en tout cas mes épisodes solo, j'aimerais bien les tourner autour de plutôt 30 ou 45 minutes et d'en profiter pour peut-être en faire plus du coup. Et d'avoir plutôt qu'un rendez-vous toutes les 2 semaines avec des podcasts super longs, pourquoi pas vous proposer finalement un rendez-vous hebdomadaire avec un podcast plus court. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est ça que je consomme personnellement. J'ai des podcasts un peu doudou que je suis trop contente en fait de retrouver chaque semaine. C'est vraiment dans mes habitudes de consommation. Et c'est vrai que les podcasts du coup qui sortent pas toutes les semaines, des fois j'oublie de les ouvrir, de regarder s'il y a un nouvel épisode, etc. Donc voilà, si moi je le vis comme ça, je me dis que vous êtes sûrement plus à le vivre comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on conseille à tous les podcasts, c'est d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Mais honnêtement, je sais pas si ce sera possible. En tout cas, si c'est le cas, je pense qu'il y aurait des épisodes un peu plus faciles pour moi à enregistrer. Ce sera pas toujours des épisodes hyper compliqués comme les Actu Culture où je fais un vrai travail de sourcing, etc. Ce sera peut-être des épisodes un peu plus simples. Mais c'est pas un truc sur lequel je me ferme, c'est pas un truc où je me dis je le ferai jamais. Je pense que ça peut être quelque chose qui me plaît.
Et pareil, je pense que la com, je la changerais complètement. Par exemple, j'ai des copines qui tiennent le podcast Fangirls, je sais pas si vous voyez, sur le rap en général. Voilà. Et, euh, et elles font pas du tout la même com que moi. En fait, elles ne sortent pas un post à chaque fois qu'elles sortent un épisode et tout. Et moi, je me dis que ça pourrait m'enlever aussi un peu de stress parce que, en fait, moi, le temps que je prends à sortir les épisodes, c'est aussi qu'il faut que je fasse toute la com qui va avec. Et peut-être décorréler un peu la com des épisodes et plus avoir une com qui parle de mon podcast en général, mais pas qui parle forcément de chaque épisode qui sort un par un. Ça peut être une idée. Voilà, juste dire en story que je l'ai sorti l'épisode et ce sera très bien déjà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, c'est un petit peu des questions que je me pose. Et je laisse pas non plus tomber la possibilité d'un événement sur place dans l'année, donc d'enregistrer un podcast en live. Mais pour l'instant, j'en ai pas la force. C'était un projet que j'avais l'année dernière avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien. C'est pas du tout une question de ça, mais toutes les deux, on n'a pas eu la force de le faire au final. Donc voilà, à voir. Je creuse, en tout cas, je creuse voilà, plusieurs possibilités et je me pose plein de questions, mais c'est trop bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Il y a aussi plein de thèmes que j'aimerais aborder, etc. Nouveaux. Donnez-moi votre avis autour de tout ça, s'il vous plaît. Ça m'intéresse trop de savoir ce que vous en pensez. Nouvelle question que vous m'avez posée dans cette FAQ, c'est comment est-ce que tu découvres les personnalités qui passent sur ton podcast ? Ça peut être vraiment de plein de façons. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse, donc quand il y a un sujet qui m'intrigue, j'essaye toujours de trouver des gens intéressants à interviewer et je creuse beaucoup les sujets, parce que juste ça m'intéresse trop, quoi. Donc par exemple, à un moment, je me suis intéressée au métier de la pole dance. Et du coup, j'ai cherché des personnes qui, déjà en faisaient, mais aussi parlaient autour de leur métier. C'est là où j'ai découvert du coup plusieurs créatrices et dont Vénus de Mai que j'ai interviewée il y a pas très longtemps sur le podcast. Donc ça peut être comme ça, en cherchant en fait avec des mots-clés, par exemple sur Insta, Google, sur Thread, voilà, sur Internet, le monopole des maisons d'édition, et du coup je vois des posts militants dessus. Enfin voilà, en gros il y a plein de façons de trouver ça, mais en cherchant aussi les syndicats de chaque secteur, ça aide pas mal. Voilà, en cherchant des tables rondes d'associations. Et puis quand tu commences à avoir un peu une vision avec pas mal de noms d'assos que tu as en tête, de choses comme ça, tu peux aller ensuite sur les assos et voir qui sont les gens qui travaillent dedans pour essayer de trouver des machins. Enfin voilà, il y a plein de façons comme ça que j'aime trouver. En fait, souvent c'est parce que voilà, il y a un sujet qui m'intrigue. Je sais pas, en ce moment j'aimerais bien creuser plus le sujet de l'intermittence parce que je l'ai pas assez fait sur ce podcast. Et du coup, je pense que je vais essayer d'interviewer une personne qui s'y connaît niveau droit du travail des intermittents. Et donc pour ça, je vais aller chercher plus du côté du coup syndicat ou sociologue, économiste de la culture, etc. pour avoir une vision vraiment carrée sur la chose. Un sujet qui m'intéresse et je vais chercher des créatrices. Sinon, il y a aussi des gens que j'avais rencontrés par exemple à des événements à Lyon. C'est le cas par exemple de Johanna, de Elsa Rakoto, de Max Contre-Attaque. Il y a d'autres personnes que j'ai trouvées sur internet, mais ça plutôt sur les réseaux pour le coup, sur lesquels je suis tombée. Par exemple sur TikTok ou sur Thread, c'est le cas de Camille Kwasi et Esther Quadio. Il y a d'autres personnes aussi que vous m'avez recommandées, par exemple Mutin de Perde et Lisiane Michel, c'est vous qui m'avez recommandé ces invités. Il y a d'autres personnes que j'ai découvertes par leurs œuvres en tant que telles. Par exemple, Melbass, parce que j'avais entendu des chansons d'elle. Atelier Varicelle, c'est parce que ma maman m'avait acheté un de ses pots, une de ses tasses. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, il y a des personnes de mon entourage, tout simplement. Il y avait pas mal de potes à moi au début sur le podcast. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est des gens soit que j'ai rencontrés en vrai, soit que j'ai trouvés grâce à Internet, ou soit grâce à leurs œuvres, ou alors à mes propres recherches, que je trouve mes invités, tout simplement. Et pour les sélectionner, entre guillemets, j'ai juste envie, mon seul critère, c'est que ce soit des gens avec qui je suis d'accord niveau valeur, parce que j'ai envie d'avoir des belles valeurs sur le podcast. J'essaye de faire attention à ce que les gens défendent. Et pour que ça respecte entre guillemets la charte du podcast, on va dire, et des personnes qui sont plutôt engagées sur certaines luttes, pas seulement des artistes qui font leur art entre guillemets de leur côté, même si c'est pas grave si c'est le cas, mais moi ça m'intéresse encore plus quand c'est des gens qui ont aussi
des choses à défendre, tout simplement. Et nouvelle question, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel est ton épisode préféré. Moi je trouve que c'est hyper difficile de répondre à ça parce que il y en a plein, surtout épisodes avec des invités, je suis trop contente de certains épisodes. Je pense que mon épisode préféré c'est peut-être l'épisode numéro 54 avec le Snap CGT. Et donc c'est Laure Aboif que j'ai reçue sur le podcast à ce moment-là parce qu'elle a vraiment apporté tellement de valeur dans ce podcast. En gros, elle nous a fait tout un truc sur le statut d'artiste auteuriste parce que c'est le Snap CGT, en gros, c'est le syndicat des artistes auteuriste de la CGT. Elle a fait tout un truc sur l'historique en fait du syndicat, sur l'historique de ce statut et sur les choses qu'elle défend en ce moment. Et c'était trop intéressant parce que c'était le moment où les syndicats des artistes autoristes, donc le SNAP, mais aussi le STAA, CNTSO, etc., essayaient de faire passer une loi à l'Assemblée autour de la continuité des revenus. Et c'est encore d'actualité d'ailleurs. Du coup, tout ça faisait que je trouve que c'est un épisode hyper intéressant et je suis trop contente parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus me voir ensuite en vrai pour me dire que ça leur avait apporté des choses parce que, par exemple, Laure parle de certaines grilles tarifaires qui sont pas du coup officielles et obligatoires, mais il y a plein d'artistes qui savent pas mettre leurs tarifs tout simplement. Et du coup, Laure, elle partageait plein de ressources justement pour savoir comment faire tes grilles, comment... Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Du coup, il y a des gens qui m'ont dit que ça les avait aidés et ça m'a trop fait plaisir. Il y a aussi l'épisode numéro 69 que j'ai adoré avec Lisiane Michel du coup de la librairie Jean-Jacques Rousseau parce que pareil, Lisiane est venue avec beaucoup de choses à nous partager, de chiffres autour de l'édition, de la librairie, etc. Et que c'est un sujet en fait dont je voulais parler depuis super longtemps et que je trouve est essentiel là pour nos luttes actuellement. De parler des monopoles de l'édition, des monopoles des revendeurs du livre, et aussi de rappeler aussi des choses qui sont hyper importantes comme le prix du livre par exemple, etc. Donc c'est un épisode qui est long mais qui je trouve pareil est hyper dense en termes d'informations et je remercie énormément à chaque fois mes invités pour le temps qu'ils prennent à le préparer parce que je trouve que c'est un épisode dont il y avait besoin sur le podcast et je suis ravie de comment il s'est passé et je suis ravie de ce qui s'y est dit, donc j'espère que ça vous a plu aussi. Et mes deux autres épisodes préférés, je dirais que c'est aussi l'épisode avec Elsa Rakoto, c'est l'épisode numéro 26, parce que je trouve que c'est une personne qui a un passé militant incroyable et hyper riche, pareil, qui nous a apporté énormément de connaissances, avec une vision antiraciste et décoloniale, féministe, sur du coup son métier de peintre, et qui a pris pareil de son temps pour... nous partager des choses. Et ouais, je trouve que l'épisode est hyper intéressant du coup. Moi, j'ai appris plein de choses, voilà. Et je suis très reconnaissante qu'elle ait pris de son temps pour ça. Et voilà. Et je trouve que c'est une artiste hyper talentueuse, surtout, que je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est une artiste peintre incroyable qui fait plein d'expos, notamment à Lyon, du coup, et je vous invite fort à aller découvrir son travail. Et enfin, mon dernier, parce que j'arrive pas à en citer 3, j'en cite toujours 4, ce serait, je dirais, l'épisode avec Elisabeth Medouni, c'est l'épisode numéro 24. Elisabeth, c'est une personne que je connais, du coup, parce que j'ai grandi avec elle à Saint-Denis, du coup, on a fait l'épisode à Saint-Denis, et du coup, qui nous parle de pas mal de choses, notamment, du coup, de l'association qu'elle tient sur le skatepark de Saint-Denis, et de comment réfléchir nos espaces avec une vision, c'est ça, féministe, intersectionnelle. En plus, Elisabeth a travaillé sur les questions de genre pendant tout son master. Elle participe aussi à la Pride des banlieues. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'elle nous a apporté comme connaissance aussi sur l'épisode et je trouve qu'il est trop sous-coté. C'est un de mes épisodes les moins écoutés. Je comprends pas pourquoi. Je pense que j'aurais dû faire un meilleur titre, mais je vous invite trop à aller l'écouter, voilà, si c'est pas fait, l'épisode numéro 24. Et pour les épisodes solo, moi j'aime bien les actus culture, les sauvons la culture. Je pense que c'est les épisodes dont je suis le plus fière parce que je me suis vraiment donnée pour le coup. J'ai pris du temps à les faire, donc j'en suis contente. Et enfin, dernière question de la FAQ, vous m'avez demandé combien de temps te prend un podcast en moyenne. Alors, ça dépend de ouf, parce que ça dépend déjà si c'est un épisode solo ou avec invité. En gros, en moyenne, c'est quand même plus long avec les invités, parce qu'il y a aussi des allers-retours, en fait. Il y a des échanges, déjà pour savoir si la personne est d'accord de participer. J'envoie les questions à la personne aussi, pour savoir s'il y a d'autres sujets qu'elle voudrait aborder, etc. J'envoie ensuite l'épisode monté à la personne et je lui demande si elle a des retours à faire. Les allers-retours prennent du temps, tout simplement. Et ça fait aussi que je peux pas tout faire d'un coup et que je dois y revenir plusieurs fois.
donc je peux pas batcher un épisode avec invité entre guillemets. Et aussi dans les solos par exemple, ça dépend de si j'ai le temps ou pas. Il y a des fois où je fais des épisodes solo du coup comme les actus culture qui sont hyper sourcés, qui me prennent beaucoup de temps à écrire. Et il y a des épisodes quand j'ai moins le temps, plutôt je donne mon avis ou je partage mon expérience et ça pour le coup ça va beaucoup plus vite. Donc c'est plutôt les épisodes par exemple récents que j'ai pu faire avec les listes de 10 choses pour par exemple ça me prend beaucoup moins de temps. Donc je dirais que c'est très différent d'un épisode à l'autre, mais que si je devais faire une grosse moyenne, c'est entre 1 et 2/3 jours de travail grand maximum. Donc je dirais que ça prend 8 à 24 heures complètes pour écrire un épisode, l'enregistrer, le monter et faire la com dessus. L'épisode FAQ est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Pour vous faire le gros résumé de l'épisode, y a ma vie qui évolue beaucoup en ce moment, j'ai plus de travail et j'essaye de vraiment, même pas j'essaye, je prends soin de moi en ce moment et ça me fait du bien. Mais du coup c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins de temps début janvier à allouer au podcast, mais je suis toujours autant motivée pour continuer ce projet. On n'a pas vraiment fêté les 3 ans et c'est pas grave. Cette année, j'ai envie de faire évoluer le podcast, de me former, de faire les choses mieux, de prendre le temps finalement, de me former et d'améliorer les épisodes, d'améliorer la communication, d'améliorer aussi mes connaissances et les partages que je peux vous y faire. Et de ne pas me précipiter pour les choses, de faire les choses bien. J'aimerais aussi peut-être faire évoluer du coup le rythme du podcast et la longueur des épisodes. Ça, si je le mets en place, ça viendrait plutôt au cours de l'été à mon avis. Et j'ai envie aussi d'explorer de nouveaux thèmes, d'inviter de nouvelles personnes. Voilà, j'ai plein d'envie, d'ambition pour le projet. Je le continuerai, c'est sûr, cette année. Peut-être un petit peu autrement, mais il sera toujours là. Et j'ai très 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 envie d'avoir vos retours. N'hésitez vraiment pas sur les choses que je vous ai partagées. Si vous avez des retours vous à me faire, si vous avez des choses à améliorer, je suis vraiment preneuse, donc n'hésitez pas. Et enfin, n'hésitez pas non plus à soutenir le podcast, que ce soit sur ses réseaux, sur les plateformes d'écoute ou sur sa page Tipeee. C'est des choses qui sont hyper importantes et vraiment nécessaires pour la suite du projet. Et comme je vous l'ai dit, c'est tellement un petit projet que chaque partage pourra me faire évoluer vraiment, je le remarquerai quoi. Quand on a un petit projet, avoir un commentaire, c'est énorme. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu de commentaires sous mes épisodes. Sachez que le premier commentaire qui arrivera, ce sera un énorme truc pour moi et ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, vous avez du coup plus de poids que si vous étiez une grosse communauté pour m'aider à faire évoluer le podcast. Donc vraiment un grand merci à vous. Et je vous souhaite une très belle semaine, plein de bonnes choses pour vos projets. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci à vous.